Un pays enclavé refuse d'attendre le prochain miracle. Au Burkina Faso, une usine de tomates financée à 8 millions de dollars et un programme solaire reliant plus de 150 villages déplacent la valeur ajoutée sur place dans les champs, les ateliers, les écoles et les dispensaires, réduisent les pertes et transforment l'autonomie en indicateur visible. Ce saut suffit-il à protéger la dignité quotidienne? Et pourquoi Ibrahim Traoré en a-t-il fait un test de souveraineté? Entre espoirs ruraux, risque de financement et pression extérieure, la trajectoire promet beaucoup mais ne pardonne aucune erreur durable. Cette histoire fait une promesse simple mais exigeante, montrer comment un État à faibles ressources peut déplacer le centre de gravité de son développement sans dépendre en permanence de l'aide extérieure. L'enjeu pour le spectateur est clair, comprendre en 10 minutes utiles ce qui fonctionne réellement, ce qui reste fragile et ce qui pourrait échouer si les choix se durcissent. Derrière les projets visibles, la question centrale oppose deux trajectoires. D'un côté, la souveraineté par l'action. Produire localement, transformer sur place, réduire les fuites de valeur. De l'autre, le risque structurel. Manque de capitaux, pression budgétaire, dépendance à des financements contraints. Ce n'est pas un récit héroïque, mais un arbitrage permanent entre vitesse et solidité. Chaque route, chaque panneau solaire, chaque usine crée un bénéfice immédiat, tout en engageant des coûts futurs de maintenance, de gouvernance et de compétences humaines. L'enjeu dépasse donc un pays. Il teste une méthode reproductible ou non pour d'autres nations confrontées aux mêmes limites matérielles. En moins de quelques années, un basculement mesurable s'est produit. L'accès à l'électricité est passé de moins de 10% des villages à plus de 50%, tandis que plus de 300 000 personnes bénéficient directement de l'énergie solaire. Dans le même temps, une usine de transformation de tomates a doublé la production transformée localement et stabilisé les revenus agricoles, rompant avec un cycle ancien de pertes et de dépendance. Ces deux chiffres résument l'essentiel. La souveraineté n'est plus un slogan, mais une chaîne d'effets observables. Ibrahim Traoré a placé cette logique au cœur de sa méthode, en privilégiant des projets visibles, rapidement appropriables par les communautés locales et capables de créer de la valeur sans attendre des transferts extérieurs. Pour comprendre ce choix, il faut revenir au point de départ. Le Burkina Faso entrait dans cette période avec trois contraintes lourdes: enclavement géographique, faiblesse des infrastructures et dépendance aux importations alimentaires et énergétiques. Les tomates, par exemple, étaient produites localement mais revendues à perte, puis réimportées transformées à un coût inaccessible pour les ménages. L'électricité, rare et instable, limitait l'irrigation, la conservation des récoltes et l'accès aux services essentiels. Le pari engagé inverse cette logique étape par étape. D'abord, transformer sur place ce qui était exporté brut. Ensuite, sécuriser une énergie locale, renouvelable, moins vulnérable aux chocs extérieurs. Enfin, relier ces initiatives à des infrastructures de transport capables d'ouvrir les marchés régionaux. Chaque maillon n'a de sens que relié aux autres. Et c'est cette cohérence qui distingue la séquence actuelle d'anciens programmes fragmentés. Ce cadre explique aussi les attentes élevées placées sur le leadership. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un réformateur isolé, mais comme le catalyseur d'un mouvement collectif où l'État impulse et où les communautés exécutent et adaptent. Le succès dépend moins de l'ampleur des annonces que de la continuité des résultats. À ce stade, une question reste ouverte. Ces premiers indicateurs suffisent-ils à garantir la durabilité économique et sociale de ce modèle émergent ? À bas hauteur de village, les effets prennent une forme concrète. Un agriculteur qui ne jette plus sa récolte faute de débouchés. Une coopérative qui transforme sur place et négocie des contrats stables. Une école rurale qui prolonge les cours après le coucher du soleil. Ces scènes ordinaires servent de boussole pour lire une politique publique qui se mesure moins en discours qu'en usage quotidien. Dans la filière tomate, le changement est immédiat. Avant l'usine, la production locale se perdait ou quittait le pays à bas prix. Après, elle devient un produit fini
identifiables, vendus à une valeur plus juste. Les emplois créés ne se limitent donc pas à l'atelier, transport, stockage, maintenance, services annexes suivent. L'impact ne fait pas disparaître la précarité, mais il réduit l'incertitude, ce qui change les décisions familiales et professionnelles. L'énergie solaire agit comme un accélérateur transversal. Une fois l'électricité disponible, l'irrigation devient plus fiable, la conservation des aliments s'améliore et les centres de santé gagnent en continuité de service. Ces gains précoces expliquent l'adhésion rapide des communautés, même lorsque les projets restent modestes en taille. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros que comme un point de convergence. Son rôle consiste à aligner des priorités, à lever des blocages administratifs et à maintenir une direction claire lorsque les résultats tardent. Cette posture renforce la crédibilité du processus, mais l'expose aussi. Chaque retard ou défaut de gestion rejaillit directement sur la confiance acquise. L'enjeu, désormais, est simple à formuler. Ces impacts précoces peuvent-ils résister à l'échelle nationale sans perdre leur efficacité locale ? Tout commence par une rupture méthodique avec les routines anciennes. Pendant des années, les projets se sont empilés sans continuité claire, dépendant de financements extérieurs et de calendriers imposés. Le déclencheur de la séquence actuelle tient dans une décision simple: concentrer l'effort sur quelques leviers capables de produire des effets rapides et visibles. L'agriculture, l'énergie et le transport deviennent alors des priorités opérationnelles, non des slogans. Ibrahim Traoré inscrit cette bascule dans une logique d'exécution où chaque projet doit répondre à une contrainte précise, identifiée sur le terrain. La montée en intensité est progressive, mais lisible. La création de l'usine de transformation de tomates agit comme un premier signal. Elle démontre qu'un investissement limité peut modifier toute une filière, de la production à la commercialisation. Presque simultanément, les programmes solaires s'étendent vers des zones rurales longtemps marginalisées. Les villages connectés gagnent en productivité, et l'État observe un retour rapide sous forme d'adhésion sociale et de résultats mesurables. Cette phase centrale consolide une idée: la souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle améliore le quotidien à court terme. Le point culminant survient avec l'infrastructure de transport. Le lancement de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire ne répond pas seulement à un besoin logistique, il restructure l'accès aux marchés régionaux. Avant, les coûts de transport pouvaient représenter jusqu'à 30% du prix final des produits agricoles. Après la mise en service, cette charge tombe autour de 15%, libérant une marge décisive pour les producteurs et les entreprises locales. Ce basculement marque un changement d'échelle. Les initiatives locales s'insèrent désormais dans un circuit régional plus large. Les répliques se font sentir au-delà des secteurs ciblés. Le commerce s'intensifie, les investissements deviennent plus envisageables et certaines entreprises étrangères réévaluent un pays auparavant jugé trop risqué. Les administrations locales doivent s'adapter à un volume d'activité inédit, tandis que les communautés négocient de nouvelles attentes vis-à-vis de l'État. Cette phase de diffusion crée autant d'opportunités que de tensions, car la gestion suit rarement le rythme de l'expansion. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré joue un rôle d'arbitre permanent. Il doit maintenir l'élan sans surcharger les capacités institutionnelles et absorber les critiques liées au risque d'endettement ou de gouvernance. La dynamique actuelle prouve qu'un tournant est engagé, mais elle révèle aussi sa fragilité. Si l'exécution ralentit ou se disperse, les gains accumulés peuvent se dissiper rapidement. La question n'est plus de savoir si le changement a commencé, mais s'il peut être stabilisé dans la durée. Au point de départ, moins de 10% des villages disposaient d'un accès stable à l'électricité. Aujourd'hui, ce taux dépasse 50% et plus de 300 000 personnes en bénéficient directement grâce aux projets solaires. Cette progression ne décrit pas seulement une progression technique, il mesure un changement de capacité productive, éducative et sanitaire dans des zones longtemps exclues des réseaux nationaux. En quelques cycles budgétaires, l'énergie cesse d'être une contrainte structurelle et devient un levier transversal. Le second indicateur clé concerne l'agriculture transformée. Avant l'usine de tomates,
une part significative des récoltes se perdait ou était vendue à des prix dérisoires, puis réimportée sous forme de conserves coûteuses. Après l'investissement initial de 8 millions de dollars, la production transformée a doublé. Cette variation crée un effet multiplicateur. Plus de 150 emplois directs dans l'usine, des milliers d'emplois indirects stabilisés chez les producteurs, et une hausse moyenne des revenus agricoles estimée à 40%. Chaque point de valeur ajoutée retenu localement réduit la vulnérabilité au choc extérieur. Le troisième chiffre concerne la logistique. Avant l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, les coûts de transport représentaient jusqu'à 30% du prix final des produits agricoles. Après, ils chutent autour de 15%. Cette réduction n'est pas marginale. Elle détermine la compétitivité régionale, la capacité à exporter et l'attractivité pour des investisseurs auparavant dissuadés par l'enclavement. La route agit comme un correcteur systémique, reliant les gains agricoles et énergétiques à des marchés plus vastes. Pris isolément, ces chiffres peuvent sembler modestes à l'échelle globale. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Ibrahim Traoré a structuré son approche autour de ces deltas mesurables, précisément parce qu'ils rendent la souveraineté vérifiable. L'enjeu n'est pas de maximiser un indicateur unique, mais de maintenir une progression simultanée sur plusieurs fronts, afin d'éviter qu'un goulot d'étranglement n'annule les progrès réalisés ailleurs. Cependant, ces preuves quantitatives appellent une lecture prudente. Les chiffres actuels capturent un moment favorable, mais ils n'intègrent pas encore pleinement les coûts de maintenance, de formation et de gouvernance à long terme. Une centrale solaire doit être entretenue, une route réparée, une usine modernisée. La question centrale devient alors celle de la capacité institutionnelle à absorber ces charges, sans dépendre d'un afflux constant de financements nouveaux. Ces données montrent que le modèle fonctionne en phase initiale. Reste à déterminer s'il peut conserver ces deltas positifs lorsque l'expansion ralentira et que les arbitrages budgétaires se durciront. La mesure est claire, l'épreuve de la durée commence. Les critiques les plus solides ne contestent pas l'existence des progrès, mais leur soutenabilité. Premier argument, un État à ressources limitées qui multiplie les projets d'infrastructure s'expose mécaniquement à une pression budgétaire accrue. Routes, centrales solaires et usines exigent des investissements initiaux, puis des coûts récurrents de maintenance. Selon cette lecture, les gains visibles d'aujourd'hui pourraient se transformer demain en charges rigides, difficiles à financer sans recourir à l'endettement ou à des appuis extérieurs contraignants. Second argument, la vitesse d'exécution comporte un risque institutionnel. Lorsque plusieurs chantiers avancent simultanément, les capacités administratives, techniques et de contrôle peuvent être dépassées. Des failles de gouvernance, même limitées, suffisent alors à éroder la confiance, à ralentir les projets et à réduire leur impact réel. Les détracteurs estiment que le modèle pourrait s'essouffler si la montée en compétence des acteurs locaux ne suit pas le rythme des investissements. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des précédents régionaux bien documentés. Pourtant, les données disponibles apportent une nuance importante. Les projets engagés ne reposent pas sur une logique de prestige, mais sur des infrastructures à rendement immédiat. L'usine de transformation réduit des pertes existantes. L'énergie solaire diminue des dépenses récurrentes d'importation de carburant. L'autoroute abaisse durablement les coûts logistiques. Autrement dit, chaque investissement vise à libérer des marges internes plutôt qu'à créer une dépendance future. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'a pas cherché à maximiser la taille des projets, mais leur effet de levier. La réponse aux critiques ne réside pas dans la promesse d'une croissance rapide, mais dans l'accumulation de gains modestes, mais récurrents. Cette stratégie ne supprime pas les risques, mais elle les rend visibles et pilotables. Le débat se déplace donc. Il ne s'agit plus d'opposer ambition et prudence, mais d'évaluer si les institutions peuvent transformer ces premiers succès en routine durable. C'est sur ce point, et non sur les intentions, que le modèle sera jugé. Le tournant n'est pas économique, il est mental. Jusqu'ici, la plupart des réformes pouvaient être lues comme une addition de projets sectoriels. Énergie, agriculture, transport. À mi-parcours, une autre lecture s'impose, le changement le plus profond tient dans la manière dont l'État et les communautés
redéfinissent leurs rôles respectifs. Les projets ne sont plus perçus comme des aides venues d'en haut, mais comme des outils à s'approprier, à entretenir et à défendre collectivement. Ce basculement modifie la dynamique politique. Les attentes ne portent plus uniquement sur l'annonce de nouveaux programmes, mais sur la continuité et la fiabilité de ceux déjà lancés. Les villages électrifiés demandent désormais de la maintenance. Les coopératives agricoles réclament des contrats stables. Les acteurs locaux deviennent des parties prenantes actives, ce qui réduit la distance entre décision publique et usage réel. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'équilibre de cette transition. Son autorité ne repose pas seulement sur l'initiative, mais sur la capacité à maintenir la cohérence lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Le pouvoir se déplace, moins symbolique, plus opérationnel, plus exposé aussi aux résultats. À mi-parcours, une réalité exigeante se révèle. La souveraineté n'est plus un objectif abstrait, mais une responsabilité partagée. À partir de là, chaque succès engage une obligation supplémentaire, et chaque échec devient immédiatement visible. Le reste du parcours dépendra de cette nouvelle maturité collective. Les effets de cette trajectoire se lisent différemment selon les acteurs, et c'est dans cette diversité d'impact que se mesure sa portée réelle. Pour l'État d'abord, les projets engagés modifient la nature même de l'action publique. Les recettes fiscales potentielles augmentent à mesure que la valeur est créée localement, tandis que certaines dépenses récurrentes, notamment énergétiques et logistiques, diminuent. Cette recomposition n'efface pas les contraintes budgétaires, mais elle offre à l'administration des marges d'arbitrage inédites, fondées sur des flux internes plutôt que sur des transferts incertains. Du côté des entreprises et des coopératives, le changement est immédiat. La baisse des coûts de transport, passée d'environ 30% à 15% du prix final, améliore la compétitivité régionale. Les producteurs agricoles gagnent en prévisibilité grâce à des débouchés stables, tandis que les petites industries locales bénéficient d'une énergie plus fiable. Cette combinaison réduit le risque entrepreneurial et encourage des investissements jusque-là jugés trop fragiles. Le tissu économique reste modeste, mais il devient plus dense et plus résilient. Pour les ménages, l'impact se manifeste dans des choix quotidiens. L'accès à l'électricité transforme l'organisation du travail domestique, prolonge les heures d'études et améliore la conservation des aliments. Les revenus agricoles, en hausse moyenne de 40% dans certaines filières, se traduisent par une capacité accrue à financer la santé et l'éducation. Ces gains n'éradiquent pas la pauvreté, mais ils modifient l'horizon des décisions familiales, en réduisant la dépendance aux aléas saisonniers. Enfin, à l'échelle régionale, la dynamique burkinabé agit comme un signal. Les pays voisins observent une tentative de sortie du modèle d'assistance, fondée sur des infrastructures ciblées et une transformation locale des ressources. Si cette trajectoire se confirme, elle pourrait influencer les stratégies de développement dans le Sahel où les défis sont similaires. A l'inverse, un échec aurait un effet dissuasif durable. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré apparaît comme le lien entre ces niveaux d'impact. Son rôle n'est pas seulement de lancer des projets, mais d'arbitrer entre des attentes parfois contradictoires, stabilité budgétaire, pression sociale, crédibilité régionale. Les conséquences sont désormais visibles pour chacun de ces groupes. La question qui s'impose est simple mais décisive. Ces bénéfices différenciés peuvent-ils être consolidés sans créer de nouvelles fractures internes ? Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se consolide sans accélération majeure. Les projets énergétiques et agricoles poursuivent leur extension à un rythme maîtrisé, tandis que l'infrastructure de transport commence à générer des retombées plus régulières. Si cette dynamique se maintient, le Burkina Faso renforce progressivement son autonomie économique sans bouleverser ses équilibres budgétaires. La crédibilité du modèle repose alors sur la constance plutôt que sur l'expansion rapide. Dans un scénario optimiste, les gains initiaux créent un effet d'entraînement. L'électricité stabilisée permet l'émergence de petites industries rurales. La transformation agricole s'étend à d'autres filières et l'économie numérique gagne du terrain. Les investissements régionaux augmentent, attirés par une logistique plus fiable et une main-d'œuvre mieux équipée. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré consolide sa position comme figure d'une souveraineté pragmatique, capable de traduire des principes politiques
en résultats mesurables. Un scénario défavorable reste toutefois plausible. Des tensions internes, des contraintes financières ou des pressions extérieures pourraient ralentir l'exécution des projets. Si l'entretien des infrastructures n'est pas assuré, les deltas positifs observés aujourd'hui s'éroderaient rapidement. La déception sociale pourrait alors être plus forte que l'enthousiasme initial, fragilisant la cohésion autour du projet. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune n'est automatique. Le facteur déterminant réside dans la capacité à transformer les succès ponctuels en routines administratives et économiques. La question centrale n'est donc pas de prédire l'avenir, mais d'identifier les choix qui orienteront la courbe. Pour le spectateur, l'enseignement est clair. Si un pays enclavé peut déplacer ses contraintes en opportunités, c'est moins par la promesse d'un miracle que par une discipline collective. Le prochain semestre dira si cette discipline peut devenir une norme durable, ou si elle restera une exception liée à une phase particulière. Pour le public qui observe de l'extérieur, ces transformations ne relèvent pas seulement de la politique économique. Elles interrogent des expériences familières. Pour les habitants de zones rurales, l'accès à une électricité stable rappelle combien une infrastructure basique peut redessiner le quotidien, organiser le travail autrement, préserver les aliments, prolonger l'apprentissage. Ce sont des gains discrets mais cumulatifs qui changent la perception du possible. Pour les entrepreneurs et porteurs de projets, le cas burkinabé met en lumière un principe clé: la réduction des frictions compte autant que l'augmentation des aides. Moins de pertes agricoles, des coûts logistiques divisés par 2, une énergie plus prévisible modifie l'équation du risque. Là où l'investissement semblait irréaliste, il devient simplement exigeant. Cette nuance fait la différence entre immobilisme et initiative. Les acteurs publics, quant à eux, peuvent y lire une leçon de priorisation. Plutôt que de disperser les ressources, la concentration sur quelques leviers à rendement rapide permet de créer une crédibilité initiale. Cette crédibilité facilite ensuite l'adhésion sociale et la coopération locale, deux conditions souvent absentes des réformes imposées de l'extérieur. Enfin, pour les citoyens d'autres pays, confrontés à des dépendances structurelles, le message est plus large. L'exemple ne propose pas une recette universelle, mais une question de méthode. Comment transformer des ressources limitées en capacités durables ? Ibrahim Traoré n'apparaît ici que comme un catalyseur d'un choix collectif, dont la portée dépasse sa personne. À ce stade, le spectateur est invité à un déplacement de regard. Il ne s'agit plus d'admirer ou de critiquer à distance, mais d'identifier ce qui, dans ce modèle, pourrait être adapté à d'autres contextes, et ce qui ne le pourrait pas sans conditions spécifiques. La phase suivante ne dépend plus d'annonces, mais d'une séquence d'exécution lisible. Pour commencer, il faut sécuriser l'existant. Les infrastructures énergétiques et routières doivent disposer de budgets de maintenance dédiés, de calendriers clairs et d'équipes locales formées. Sans cette base, les gains observés risquent de s'éroder rapidement, quelle que soit l'ambition des projets futurs. Ensuite, il devient essentiel de renforcer les chaînes de valeur. Il ne s'agit pas seulement de multiplier les usines, mais d'assurer l'accès aux intrants, au stockage, au transport et au marché. Dans l'agriculture, cela implique des contrats stables, des normes de qualité et des mécanismes de financement adaptés au cycle de production. Chaque maillon supplémentaire consolide la valeur retenue localement, puis l'investissement dans les compétences doit suivre. Les projets solaires, industriels et logistiques exigent des techniciens, des gestionnaires et des contrôleurs qualifiés. La formation professionnelle devient alors un levier stratégique, au même titre que l'infrastructure physique. Former localement réduit la dépendance et améliore la continuité opérationnelle. Dans le même mouvement, il faut installer des indicateurs de suivi public. Rendre visibles les coûts, les performances et les écarts renforce la confiance et permet des ajustements rapides. Cette transparence limite les dérives et transforme la souveraineté en processus mesurable plutôt qu'en principe abstrait. Enfin, la coordination politique reste décisive. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui cette cohérence, mais la durabilité du modèle dépendra de sa capacité à être institutionnalisée. Si ces étapes sont respectées, la consolidation devient possible non par miracle, mais par discipline continue. Au point de départ, il y avait un geste simple:
Refuser que des tomates pourrissent faute d'usine, refuser que des villages restent dans l'obscurité faute d'énergie. Ces images reviennent comme un fil conducteur, non pour glorifier une réussite, mais pour rappeler ce qui a réellement changé. Une récolte valorisée, une lumière allumée, un trajet raccourci. Des signes modestes, mais profondément humains, ce rappel éclaire le sens du parcours engagé. Ibrahim Traoré n'a pas incarné une promesse spectaculaire, mais une exigence. Transformer chaque contrainte en décision opérationnelle. Le motif initial, celui d'un pays longtemps privé de levier, trouve ici son écho. La souveraineté n'apparaît plus comme une posture politique, mais comme une accumulation de choix concrets, répétés, parfois imparfaits, mais assumés. L'émotion naît précisément de cette sobriété. Rien n'est présenté comme acquis. Chaque progrès reste réversible, chaque infrastructure dépend d'un entretien, chaque filière d'une gouvernance juste. Pourtant, le simple fait que ces enjeux soient désormais visibles marque une rupture. Le Burkina Faso n'attend plus une solution extérieure abstraite, il débat de ses propres priorités. Une phrase s'impose alors, sans emphase inutile, la dignité se construit dans la continuité. C'est cette idée, plus que les chiffres ou les discours, qui donne à cette trajectoire sa portée durable. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas l'adhésion automatique, mais la discussion informée. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un pays et un calendrier politique. Il interroge une idée simple. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle choisit d'investir dans ses propres capacités plutôt que d'attendre des solutions extérieures standardisées? Cette question mérite mieux qu'un verdict rapide. Le parcours associé à Ibrahim Traoré invite à un regard nuancé. Certains y verront un modèle inspirant, d'autres une expérimentation risquée. Les deux lectures peuvent coexister à condition de s'appuyer sur des faits, des trajectoires mesurables et des limites clairement identifiées. La souveraineté ici n'est ni un slogan ni une certitude. C'est un processus soumis à l'épreuve du temps. Pour le lecteur ou le spectateur, l'enjeu est désormais actif. Quelle dimension de cette expérience semble transposable ailleurs et lesquelles dépendent trop fortement du contexte burkinabé? Que révèle ce cas sur le rôle du leadership, de l'État et des communautés locales dans le développement durable? Ibrahim Traoré n'apporte pas toutes les réponses, mais il force à poser les bonnes questions. La suite appartient au débat. C'est dans cet échange, critique et ouvert, que cette histoire prend tout son sens.